Alors Guy Forget, bonjour. Euh, Bonjour. Question la plus basique, comment allez-vous? Ah bah je vais très bien, je vais très très bien. Bon bah là l'hiver arrive donc ça commence à être un peu plus difficile de jouer au tennis ou au golf à l'extérieur parce que je me suis mis au golf il y a quelques temps et je continue de progresser, ce qui est l'inverse de ce qui se passe quand je suis sur un cours de tennis. Et, euh, et voilà, donc voilà, on rentre dans l'hiver et puis on rentre dans la préparation pour la plupart des joueurs qui vont bientôt démarrer 2024 parce qu'on sait que la saison tennistique prochaine arrive très vite. Voilà, sur une période un peu particulière, je dirais, pour les joueurs de tennis, cette époque de l'année. Alors maintenant, vous, votre quotidien, si on dit consultant tennis et golfeur, ça résume bien la situation. Alors, golfeur, bon, c'est vraiment un loisir, hein, oui. Consultant, oui, tout à fait. Euh, donc aujourd'hui, je passe mon temps justement à faire des interventions, soit en entreprise, soit en tant que consultant sur Amazon, pendant Roland Garros, entre autres. Voilà, je m'occupe aussi un petit peu d'une fondation dont je suis président qui s'appelle Sport for Life. Et voilà, donc je joue parfois au tennis avec des jeunes aussi à titre amical. Je suis relativement occupé, mais j'ai du temps de libre pour moi aussi, ce qui me permet de jouer au golf quand il fait beau et de continuer à progresser au golf. Cet équilibre-là, il vous rend totalement épanoui aujourd'hui. Oui, vous savez, je crois que quand on regarde les nouvelles à la télévision, on réalise finalement que euh, dans le tennis en particulier, on est quand même assez privilégié et euh, on peut se permettre justement de faire des choses qui nous passionnent, qui nous intéressent. Aujourd'hui, oui, comme pas mal de mes collègues, anciens joueurs pro, on n'a pas à se plaindre effectivement. Alors il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, vous quittiez vos fonctions de directeur de Roland Garros et du Rolex Paris Masters. Euh, Comment vous vous sentez depuis? Bon, écoutez, vous savez, dans ma carrière, mais dans laquelle je pense de tout un chacun, on a des challenges, on a des objectifs, on a des missions parfois. Moi, je suis rentré dans le tennis parce que mon père était professeur de tennis. Et puis, j'ai eu la chance, après avoir fait mes études, de pouvoir jouer au tennis de manière professionnelle. Et c'était extraordinaire. J'ai représenté la France à de nombreuses reprises dans les équipes nationales. Et puis après, j'étais sélectionneur des garçons et des filles. Après, j'ai eu un poste toujours pareil dans le tennis où je me suis occupé du Rolex Paris Masters. Après, effectivement, de Roland Garros. Et voilà, donc aujourd'hui, une nouvelle, un nouveau chapitre que je suis en train d'écrire. Et, euh, mais je suis toujours très proche du tennis, donc c'est pas ma passion du jeu reste intacte. Je suis ce qui se passe dans l'actualité euh, par rapport à ce qu'il y a de bien et par rapport à ce qu'il y a de moins bien. Donc voilà, je porte un regard toujours finalement assez affectueux sur mon sport. Et la fin de l'histoire avec la Fédération française, est-ce que, quoi qu'il arrive, ça restera quand même une blessure pour vous? C'est c'est plus dans la manière, je dirais, que dans le fait que, parce que finalement, c'est moi qui suis parti, j'aurais pu continuer à travailler, même si, effectivement, le contrat qu'on me proposait c'était plus je pense, une volonté à un moment donné de travailler avec d'autres équipes. Après, je veux dire, on parle de sport, de famille du sport, ça l'a été à certains moments. Aujourd'hui, c'est plus que jamais très, très, très politique. Voilà, tout ce qui à un moment donné rentre dans ces considérations-là, moi ça me dérange un petit peu parce que je crois qu'il y a des gens depuis de nombreuses années qui ont fait un travail remarquable à la Fédération française de tennis, dont je suis issu, hein, attention, hein, donc je pèse bien mes mots voilà, donc il y a beaucoup de gens qui ont été remerciés ou qui sont partis.
avec qui ça s'est passé beaucoup plus mal qu'avec moi. Donc voilà, moi j'ai toujours de la peine quand je vois des gens qui doivent quitter cette grande et belle maison. Et voilà, néanmoins, c'est pas simple de gérer justement euh, des équipes comme celle-là. Et moi, je suis beaucoup mieux loti que certains. Moi, j'ai la possibilité, le choix aujourd'hui de faire d'autres choses, de continuer à rouer et faire ce qui me plaît. C'est pas toujours le cas de gens qui malheureusement ont dû quitter la fédération. Après, je dirais que c'est le propre de chaque nouvelle équipe qui rentre en place de gouvernement. On a toujours la, je dirais pas la prétention de faire mieux que les prédécesseurs, en tout cas de vouloir essayer et des fois de réinventer la roue. Et euh, je- dans certains secteurs aujourd'hui de la fédération, il y a des choses qui marchent bien, des choses qui marchent moins bien. Et parfois changer, c'est pas forcément pour faire mieux. Et est-ce que tout de suite, fin 2021 et début 2022, vous avez rebondi ou il y a eu une période un peu, on va dire, creuse d'un point de vue moral? Non, moi, une nouvelle fois, quand je vois parfois certaines personnes qui vont à la retraite ou euh, qui d'un coup sont en dépression parce que justement ils ont du mal à rebondir sur autre chose. Alors, une nouvelle fois, je suis très privilégié et je peux me permettre, si je le dirais, de ne pas travailler et de faire que des choses mais néanmoins, qui m'amusent ou qui m'intéressent. Donc moi, je suis passionné par le sport et tous les sports. Et je fais plein de choses où je m'éclate. Donc, que ce soit dans la transmission aujourd'hui d'expertise sur mon sport, lorsque j'en parle dans des entreprises, lorsque je représente des marques avec qui je suis ambassadeur, je rencontre des gens formidables qui sont là pour vivre intensément des moments de sport, apprendre comment ça se passe, quels sont quel est l'envers du décor, et puis après bah, aider des jeunes aussi. Voilà, donc j'ai encore plus de temps maintenant pour moi, mais tout ça, ça peut vite changer parce qu'après il y a d'autres challenges qui arrivent et d'autres choses qui se dessinent. Et je dirais avoir du temps de libre parfois pour profiter de ses enfants, avoir du temps pour soi. Je crois que si aujourd'hui on demandait à 100 personnes si ils gagnaient au loto ce qu'ils feraient, euh, il y en a beaucoup qui aimeraient prendre du temps pour eux et leur famille d'abord. Oui, c'est sûr. Et est-ce que vous avez eu du coup des contacts avec un petit peu la Fédé encore pour échanger ou c'est une page, on va dire, qui est tournée? Non, pour l'instant, la page est un peu tournée. Maintenant, j'ai plein de copains et d'amis à la fédération parce que moi, je suis dans ce milieu depuis mon plus jeune âge. Je suis jamais parti, contrairement à certains. Moi, j'ai baigné là-dedans, j'ai grandi là-dedans. Je pense, j'ai représenté la fédération sur les terrains et en dehors. Et j'ai toujours fait de mon mieux et je pense que les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, que ce soit les garçons, les filles, on a donné une belle image de notre sport et de la fédération. Donc j'ai plein d'amis, de copains qui sont encore et qui travaillent dans la maison. Donc je les vois, je sais un peu ce qui se passe. Et ça, c'est voilà, je regarde toujours un œil tendre, néanmoins, sur ce qui se passe. C'est pour ça que lorsque j'entends ou je vois ou des choses, comme vous avez pu la lire dernièrement dans la presse, qui sont pas très sympathiques, c'est ça me fait un peu du mal quelque part parce que je veux dire, le tennis, c'est ma famille aussi à moi. Donc euh, voilà, je regarde ça parfois avec un œil triste, bah, avec parfois beaucoup de tendresse sur pas mal de personnes, pas mal d'équipes, mais je me réjouis aussi de voir qu'il y a des jeunes joueurs qui jouent très bien en ce moment et qui sont en train d'éclore. Euh, je pense à tous ces entraîneurs dans les clubs, dans les ligues, à la fédération, à la direction technique, qui font un travail remarquable depuis des années. Parce que quand un joueur se met à bien jouer tout d'un coup, ça fait déjà 7, 8, 10 ans qu'il est
dans les rouages et qui les entraînait, soutenu. Euh, et ça, ça prouve que malgré les critiques que l'on peut apporter parfois aux équipes en place ou le travail qui a été fait, il y a quand même des gars sur le terrain, des entraîneurs, moi je les connais, hein, une nouvelle fois, certains sont des copains qui font un boulot remarquable. Donc, faut pas avoir la mémoire courte aussi et parfois penser à remercier, à féliciter ces garçons et ces filles-là. Alors là, récemment, Paul-Henri Mathieu a été nommé donc, à la tête de l'équipe de France de Coupe Davis. Euh, j'ai envie de vous demander, choix logique, selon vous? Ils étaient beaucoup à prétendre pouvoir être capitaine et je pense que pas mal de ces garçons-là auraient fait un bon boulot. Euh, c'est très difficile de se projeter sur ce que ce travail va donner dans la mesure où la plupart d'entre eux n'ont jamais été sélectionneurs. Et moi, pour l'avoir fait à l'époque, mes 2 premières années, elles ont été difficiles. Difficiles parce que j'avais des garçons qui étaient talentueux, mais pour certains égocentriques, à des fortes personnalités, et il en faut. Et moi, j'ai commis des erreurs en tant que sélectionneur. On n'est pas le copain quand on est sélectionneur. On n'est pas là à être consensuel et à être. On a une vision, il faut la garder, il faut l'imposer, il faut passer du temps avec ses équipes pour convaincre tout le monde du bien fondé de la stratégie. Et j'ai été bien meilleur capitaine 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans plus tard que je ne l'ai été sur mes premières années. Donc Paul-Henri, qui est un garçon intelligent, passionné, qui est sur le terrain avec ses équipes et les joueurs depuis maintenant quelques temps, va tout donner justement pour les aider. Mais il va apprendre sur le tas et il commettra parfois des petites erreurs, c'est bien normal. Mais j'ai aucun doute sur sa rigueur, son professionnalisme et je dirais et toujours le cœur qu'il a mis lorsqu'il a en tout cas représenté la France en Coupe Davis. Moi, je l'ai eu comme joueur et c'était toujours quelqu'un qui a tout donné, qui a été très pro dans son approche, c'était très très méticuleux dans son entraînement je sais qu'il va amener aussi toute cette rigueur, ce souci du détail. Il va essayer de le faire passer justement à ses joueurs. Alors, on a vu Gilles Simon qui était aussi candidat. Il a été déçu de ne pas être choisi par la fédération. Est-ce que vous comprenez le choix de ne pas prendre Gilles qui n'avait peut-être pas encore d'expérience, on va dire, au sein de la Fédé, contrairement à Paul-Henri qui était déjà avec les jeunes? Est-ce que cet argument-là, vous pensez qu'il a fait pencher la balance? Non, pour en revenir, et je vais peut-être froisser certaines personnes sur les critères de sélection du capitaine de Coupe Davis, sur le process a été un petit peu ridicule dans la mesure où, bien entendu, ce n'est pas les joueurs qui décident de leur capitaine, parce que le choix revient toujours au directeur technique et au président et à son équipe. C'est une discussion qui s'opère et qui se fait entre eux. On ne peut pas nommer un joueur, un capitaine qui n'est pas plébiscité par les joueurs. D'accord? Parce que c'est le joueur qui aujourd'hui, et je peux vous en parler parce que j'ai eu des capitaines sur la chaise avec qui j'avais pas forcément une relation exceptionnelle et c'était pas les meilleures personnes à ces postes-là. Donc, laisser penser à 12 personnes qu'elles ont une chance d'être capitaine de l'équipe de France masculine, c'est idiot pour pas dire presque malhonnête à un moment donné. Moi, j'ai reçu un mail de l'assistante du président me demandant est-ce que éventuellement je voulais avoir un entretien si le poste m'intéressait. Aujourd'hui, l'équipe de France, tout le monde est sensible à l'équipe de France, mais je savais quelque part que j'avais très peu de chances d'être retenu pour des raisons d'abord politiques. Deuxièmement, parce que c'est des joueurs que je connais moins bien aujourd'hui. Et, euh, et je savais que parmi les 12 autres personnes qui ont été entendues, pour celles qui ont répondu présent à la convocation, qu'elles n'avaient 0,0 chance d'être retenues. Donc, j'ai pas compris, avant de parler aux joueurs, de demander, de recevoir des candidats potentiels pour connaître leur vision de. Non, pour moi, la démarche logique aurait été de parler d'abord avec les joueurs, susceptibles d'être sélectionnés,
de leur demander une liste de deux, trois capitaines qui leur semblent compétents, en tout cas performants. On peut leur soumettre le directeur technique national probablement aurait dû ou aurait pu, si on lui avait demandé, suggérer des noms aussi à ces joueurs-là. Et puis après, effectivement, convoquer ces deux, trois personnes euh, pour, euh, pour être, euh, pour être entendues et être éventuellement adoubées par le COMEX et par le président. Je pense que Marion Bartoli, je pense que il y a même Joe Wilfried Songa par rapport à tout ce qu'il fait de formidable dans le tennis aujourd'hui, il y allait avoir des problèmes, justement, pour des raisons aussi politiques. Euh, donc, pourquoi mettre la charrue avant les bœufs je trouvais à un moment donné inutile, moi, de rencontrer le président de la fédération pour parler, me concernant d'un poste pour lequel j'avais, à mon avis, aucune chance d'être retenu. Donc, voilà, après, on dit pourquoi pas Gilles Simon, pourquoi pas de Tsonga, pourquoi pas telle ou telle personne, alors qu'à l'arrivée, je pense que le nombre de gens auxquels les dirigeants pensaient, c'est peut-être deux ou trois. Et quelle réaction vous avez eue quand vous avez reçu justement ce mail de la fédération, après avoir eu une fin quand même particulière? Vous voyez ce mail où vous dit que vous pouvez vous porter candidat au rôle de capitaine. Euh, Qu'est-ce qu'on a? On a un sourire qui vient un petit peu ironiquement. Comment vous avez Non, mais réagi? oui, oui, j'ai un sourire parce que je peux en parler, parce que je veux dire, aujourd'hui, des personnes qui ont joué la Coupe Davis et qui l'ont dirigée. On n'est pas 50. Il y a Arnaud Clément, il y a Nick Noah, il y a moi, voilà, on sait très bien ce que l'on peut apporter ou pas. Et voilà, donc me concernant, oui, j'ai un petit peu souri parce que d'une part, j'ai reçu une convocation, enfin un courrier de l'assistante du président, pas du président lui-même, et d'autre part parce que je savais que ça n'avait aucune chance d'aboutir du tout. Donc c'est de la com, mais enfin aujourd'hui la com c'est important, hein. On le voit au niveau du gouvernement, comment ça se passe. Donc c'est très politique, il y a de la com, et ça effectivement quand on a connu la Coupe Davis comme moi je l'ai connue à une époque, suivant le format aussi, oui on peut regretter parfois une certaine époque. Alors vous avez commencé à en parler, on a été un peu surpris d'entendre le mot projet. On n'a pas bien compris ce que signifiait un projet pour un capitaine de Coupe Davis, sachant que finalement, bah, chaque année, les ambitions seront plutôt les mêmes, c'est-à-dire d'aller le plus loin possible. Donc pour vous, est-ce que vous avez plus ou moins compris ce qui était sous-entendu par ce mot projet? Le projet pour le fonctionnement de l'équipe avec le capitaine. Oui, pour le capitaine. Mais là encore, c'est de la com. Je veux dire, c'est comme quand certains joueurs à l'époque euh, parlaient euh, d'un match, de la complexité d'un match de tennis et de la manière dont il fallait conduire ces matchs en laissant sous-entendre que certains connaissaient pas la manière tactique d'un joueur de jouer. Je veux dire, j'ai vu tellement de parfaits crétins jouer tellement bien au tennis et gagner même des tournois du Grand Chelem que intellectualiser parfois, je veux dire, un style de jeu ou une fonction en donnant de l'importance et en pesant le pour et le contre, je crois qu'à un moment donné, il faut simplifier tout ça. Et par rapport au projet du capitaine, d'abord, quand on est capitaine, je le répète, il n'y a pas, la fédération ne forme pas des capitaines. Lorsque j'ai été capitaine, le seul bagage que j'avais, c'était mon expérience de joueur en ayant observé Jean-Paul Lotte, Yannick Noah, Patrice Dominguez, enfin, les capitaines que j'ai eus, ce que je trouvais bien chez certains, mieux chez d'autres. Et je voulais avant tout souhaiter avoir une relation forte avec mon capitaine. Déjà des rapports humains sincères, authentiques. Euh, Lorsque cette confiance n'y est pas ou qu'il y a des doutes, une équipe elle a du mal à fonctionner. Donc
Le projet, vous récupérez des joueurs, pour que les gens comprennent un petit peu, vous récupérez des joueurs 5-6 jours parfois avant une rencontre. Comment vous allez en 6 jours changer, faire en sorte qu'un joueur passe d'un état de forme X à un état de forme Y. C'est très délicat. Donc c'est ça. Il en revient au coach des joueurs tout au long de l'année, de les préparer. Alors effectivement, le capitaine doit être au contact, c'est le bœuf à bas de ses entraîneurs dans différents tournois pour comprendre comment ils s'entraînent, sur quel secteur du jeu ils travaillent en ce moment, quels sont leurs points forts, leurs points faibles, quels sont aujourd'hui leurs doutes par rapport à une rencontre éventuelle contre un adversaire potentiel. Mais ça, il n'y a pas besoin aujourd'hui d'entendre le projet, il est finalement assez simple. Et puis après, vous savez, un capitaine, il est jugé sur ses résultats. On a beau, comme dans le football, hein, on a beau aujourd'hui tourner le problème dans tous les sens. Tant que l'équipe gagne, ce qui se passe, c'est bien. Quand l'équipe perd, et parfois ça tient un fil, on a envie de tout remettre en question et de changer. Donc voilà, une nouvelle fois, le projet. Bon, je n'ai pas fait attention plus que ça aux mots, parce que quand on voit des communiqués ou des gens qui s'expriment, on fait des belles phrases, on essaye de donner de l'importance à certaines décisions qui sont somme toute assez basiques. Alors, en ce qui concerne le cours, quel regard vous portez un petit peu sur le tennis français masculin? Est-ce que vous êtes optimiste? Oui, je suis optimiste et je suis quand même toujours optimiste parce que ce serait, je presque, faire injure à ces hommes et ces femmes qui, tout au long de l'année, dans les clubs, dans les centres de ligue, dans nos centres nationaux, se lèvent et partent avec des jeunes garçons, des jeunes filles pour les faire travailler, leur faire répéter des gammes et, euh, euh, et faire d'eux leurs propres champions parce que tout le monde n'est pas Rafael Nadal ou Serena Williams. Et si un joueur ou une joueuse peut être 50e mondial, de l'amener à son potentiel maximal, c'est 50e mondial, le contrat est rempli, c'est très bien. Après d'avoir la prétention qu'avec une politique sportive, on va faire gagner des joueurs ou des joueuses Roland Garros et Wimbledon, c'est de la malhonnêteté une nouvelle fois. Parce que n'est pas un programme qui fait gagner un champion. Euh, si on peut parler de joueuses comme Serena Williams, comme Roger Federer ou Rafael Nadal, ils sont nés champions. Alors ils ont été assez intelligents pour s'entourer de gens qui les ont accompagnés tout au long de ce parcours. Mais c'est pas parce que le tennis espagnol a monté une académie dans le sud de l'Espagne et que les joueurs ont fait des footings ou, ou ont fait du panier ou ont fait des coups droits, des revers liftés qu'ils ont gagné Roland Garros. Ce serait une nouvelle fois faire insulte à, 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 à ce joueur extraordinaire qu'est Rafael Nadal. Rafael Nadal, c'est Pelé, c'est Picasso, c'est Mozart. C'est ce genre d'individu dans son ADN qui est hors norme, qui est pas comme les autres. Et ça, ça se fabrique pas. Donc, je pense qu'une fédération aujourd'hui a pour rôle d'encourager les jeunes à jouer, à les accompagner le plus longtemps possible, probablement jusqu'à leurs 18 ans, à partir du moment où ils sont autonomes financièrement pour à ce moment-là avoir une structure autour d'eux qui leur permette de passer le cap supplémentaire, mais c'est pas une fédération qui va faire un champion, malheureusement. Et là, donc, vous parlez de l'importance de l'entourage. On a vu une décision forte en ce qui concerne Arthur Fils, Sergi Bruguera, Sébastien Grosjean autour de lui. Ça vous inspire quoi? Bah, tous les deux sont des garçons qui aiment profondément le tennis, qui vont amener tout leur savoir, toute leur passion, leur expérience à Arthur, qui est une pierre précieuse aujourd'hui dont on est en train de tailler les facettes. Parce que je peux vous dire que son entourage n'ambitionne pas pour Arthur d'être juste 10e mondial. En plus, c'est un garçon qui a beaucoup de talent, qui a des qualités physiques hors normes. Et quand on regarde aujourd'hui Nadal, Federer et Djokovic, c'était probablement les meilleurs athlètes du circuit, les plus puissants, les plus endurants, les plus rapides, les plus tenaces, les plus forts mentalement aussi, avec des styles de jeu totalement différents. Donc, la manière dont je pense Arthur va s'entourer aujourd'hui et va continuer de progresser, elle est très 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 importante.
On espère on lui souhaite qu'en cours de route, il ne va pas se perdre dans les fois les dérives ou les excès que la vie d'un sportif professionnel peut apporter. Des fois, c'est perturbant quand on est très jeune. Euh, mais avec son équipe, je pense qu'il est bien encadré et Sébastien et Sergi connaissent bien tous les excès et tous les faux pas à ne pas commettre. Donc ils vont l'accompagner et le faire progresser. Après, pour en revenir à des considérations beaucoup plus techniques et précises, j'ai toujours été étonné, Dieu sait si j'ai côtoyé des joueurs qui étaient en équipe de France hein, pendant presque 15 ans, des joueurs que je retrouvais en début de saison hein, à l'Open d'Australie, parce que j'allais chaque année en Australie pour voir un petit peu les forces de mes joueurs et lequel j'allais pouvoir sélectionner. Au-delà du classement et des résultats, de voir que malheureusement certains parfois revenaient l'année suivante avec les mêmes lacunes et un jeu qui n'avait pas évolué. Et je me suis toujours dit, c'est embêtant parce que ce sont des jeunes joueurs qui ont un assez fort potentiel. Et il y a certains aspects du jeu non pas qu'ils n'ont pas progressé parce qu'ils sont mauvais, ils n'ont pas progressé parce qu'ils ne les ont pas travaillés. Et je crois que ce qui est important chez nos jeunes joueurs aujourd'hui, que ce soit Arthur Fils, que ce soit Van Hache, que ce soit ils sont plusieurs aujourd'hui avec vraiment du talent, c'est que leurs entraîneurs respectifs ne jouent pas la carte du court terme, à savoir il faut qu'on joue bien l'Open d'Australie. On est en train de construire un joueur à un jour être peut-être numéro un mondial, ce que fait d'ailleurs Yannick Sinner depuis 2 3 ans, ce qu'a fait Alcaraz depuis plusieurs années avec Juan Carlos Ferrero. Et c'est dans ce qu'il propose sur le terrain, sans voir le score, sans voir les résultats, qu'on se dit oula là, ça commence ça ressemble à quelque chose. Là, on parle de très 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 haut niveau, là, au niveau physique, au niveau de l'attitude, au niveau des zones de frappe, au niveau de la déduction technique, au niveau donc tous les paramètres sont assez complets. Là, on touche dans l'excellence un peu partout. Alors, parfois, ils se trompent, ils ont du mal, ils mettent la mauvaise carte au mauvais moment ou la bonne carte au mauvais moment. Et ça, c'est l'expérience du joueur avec son entourage qui va faire que petit à petit, on fait des ajustements. Mais la base, elle est déjà extraordinaire. Donc voilà, Arthur est un joueur remarquable déjà, mais avec une belle marge de progression. Je souhaite et j'espère qu'aujourd'hui Seb et Sergi vont vraiment l'aider à combler encore ces petites lacunes pour, pourquoi pas, battre les Yannick Sinner et Novak Djokovic. Et Arthur Fils gagnant un Grand Chelem, c'est tout simplement quelque chose qui doit être visé. Ça doit être la carotte du quotidien presque. Pour lui, enfin, je sais pas, j'ose imaginer que c'est quelque chose qu'il a dans un coin de sa tête. Ce serait maladroit de l'exprimer parce que tous les joueurs qui l'ont fait par le passé Trop de euh, pression. ont un peu mangé la feuille derrière. Donc, être ambitieux, c'est très bien. Pourquoi exposer publiquement son ambition, dire voilà, je vais être le meilleur joueur possible. Oui, j'aimerais gagner les grands tournois, certes, mais voilà, fais ton travail dans l'ombre, bosse, améliore-toi, approche-toi des tout meilleurs, des références, et un jour, à ce moment-là, tu pourras gagner un tournoi du Grand Chelem. Mais c'est s'apporter une pression supplémentaire, et je crois qu'à cet âge-là, on n'a pas besoin de se mettre une pression sur les épaules. Pour moi, Rafael Nadal est le parfait exemple du joueur humble, respectueux, qui a travaillé plus que d'autres dans l'ombre avec son oncle à Majorque et est devenu le champion qu'on connaît aujourd'hui. Et encore, là, il revient après une longue blessure et un an d'absence. Et je suis convaincu qu'il aborde sa préparation avec la même rigueur et le même enthousiasme qu'il avait lorsqu'il avait 16 ans et qu'il a joué ses premiers tournois ATP. Et justement, en conclusion, on peut se projeter un petit peu sur 2024. Ce retour de Rafa, il vous inspire quoi? Vous y croyez au fond de vous à la capacité de Rafa de pouvoir encore briller au haut niveau? Ce serait presque malhonnête pour moi de répondre à cette question parce que je n'en sais strictement rien. Ce dont je suis sûr, c'est que son engagement, sa, sa rigueur, sa concentration et son envie sera toujours intact. Euh,
Après, c'est quand même un pilote de Formule 1. Rafa, il a une voiture. Et est-ce qu'aujourd'hui, sa voiture est assez performante pour courir à armes égales avec Djokovic, avec Sinner, avec ces joueurs-là, qui eux ont des bolides entre les mains. Quand je dis voiture, vous avez compris l'image, c'est son corps. Est-ce que son corps aujourd'hui est capable de répondre aux défis physiques que vont lui imposer ces joueurs-là après un an d'absence loin des cours? Est-ce qu'il va retrouver ses automatismes? Est-ce il aura probablement perdu de la vitesse en jambes? Est-ce que ça sera quelque chose qui va le condamner à jouer entre guillemets les seconds rôles, parce que quand je dis second rôle, c'est s'il fait des quarts et demi-finales, pour lui, ce sera presque les seconds rôles, hein, quand on voit le joueur qu'il a été. J'espère que physiquement, il va retrouver l'intégralité de ses moyens, parce que très sincèrement, je ne le vois pas bien jouer à l'Open d'Australie, c'est trop tôt, il s'est arrêté trop longtemps. Je pense qu'on verra Nadal, si son corps le laisse tranquille, à un niveau moyen correct, je pense, sur la saison de terre battue. Il commencera par des petits coups d'éclat, des défaites un peu cuisantes parfois aussi. Et puis petit à petit, tout ça va se régulariser. Et on pourrait, et là je pense que je ne suis pas le seul à le souhaiter, le voir arriver à Roland-Garros au printemps avec des victoires significatives sur terre battue. Et on sera là tous en train de nous dire, et finalement, si ce n'était pas lui le favori de Roland Garros. Il nous a tellement bluffé par le passé là-bas que c'est quelque chose que l'on ne peut pas ignorer. Maintenant, pour le tennis, c'est extraordinaire de voir Rafa. Moi, je suis un de ses plus fervents admirateurs. C'est un, un garçon qui, de par sa simplicité, son humilité, sa rigueur dans le travail, est un exemple pour tous. Et aujourd'hui, je veux dire, le succès populaire dont il bénéficie n'est pas du tout usurpé, loin de là. Et est-ce que vous sentez des choses aussi pour cette année? On a vu Djokovic être absolument monstrueux. Le seul capable de l'arrêter, Alcaraz à Wimbledon. Le Golden Slam a été évoqué. Alors, on sait que c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut aussi un petit facteur chance forcément. Est-ce que c'est possible pour Novak de réussir cette prouesse en 2024? Gagner le Grand Chelem calendaire sur une année, je ne le pense pas. Gagner d'autres Grands Chelems, oui, je pense qu'il le fera. Maintenant, je pense que Yannick Sinner, qui l'a déjà battu là, à deux reprises, s'en rapproche. Alcaraz s'en rapproche aussi. Et c'est une question de temps aujourd'hui. Je pense que le compte à rebours a commencé pour lui. Il va se faire dépasser par ces garçons-là à un moment donné. Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans 6 mois? Est-ce que c'est dans un an ou deux? Mais on peut dès maintenant commencer à parier sur ces garçons parce qu'ils sont trop forts, ces joueurs-là maintenant. Que ce soit Holger Rune, Alcaraz et Yannick Sinner, que moi je trouve bluffant, justement parce que depuis un an, chaque fois que je le regarde, mois après mois, je vois des progrès dans son jeu, dans sa manière de conduire ses matchs. Euh, et Novak le sait, il le sent. Donc aujourd'hui, Novak, c'est le meilleur pilote avec la meilleure voiture, mais on sait que sa voiture, elle est vieillissante et qu'à un moment donné, elle va connaître des pannes. Comme on a connu Nadal, Federer, Agassi, d'autres champions avant lui par le passé. Donc, et le jour, bah forcément, Novak va perdre 15% de vitesse au niveau du jeu de jambes parce qu'il va il va se blesser au ménisque, parce qu'il va avoir une hernie discale, parce qu'il va se faire un claquage, parce qu'il va avoir une tendinite au coude. Et il va être absent des cours pendant 3 4 mois. Quand il va revenir, il y a des joueurs qui auront pris sa place et qui seront remontés à bloc. Donc, tant que son corps tient, Novak, il sera, à mon avis, il jouera toujours il jouera les premiers rôles. Mais ça y est, la meute des loups approche et ils ont bien envie de devenir à leur tour les chefs de meute. Si vous aviez un pari à faire, quelque chose qui vous inspire, qu'est-ce que vous verriez pour 2024? Moi, je vois Sinner et Alcaraz vraiment jouer les premiers rôles de plus en plus souvent parce que bon, Alcaraz l'a déjà montré, il a une telle puissance, il a un tel moteur, il a tout dans son jeu pour devenir le numéro un mondial. Il a une fougue et aujourd'hui une impatience qui lui font commettre quelques petites erreurs. Donc, il faut qu'il apprenne à doser un petit peu plus son effort et
son, sa carrière sur une saison complète. Je pense que Sinner est déjà dans cette optique-là, c'est déjà plus carré, il y aura peut-être moins de défaites marquantes chez Yannick Sinner, un potentiel peut-être un peu moins extraordinaire qu'Alcaraz, un peu moins rapide, un peu moins puissant, mais alors qu'il est italien, on dirait qu'il a une construction germanique presque de l'approche de son jeu, qui rappelle d'ailleurs un petit peu celle de Novak Djokovic, ou peut-être presque de Rafael Nadal, dans son approche, dans son entourage. On sent que tout est calculé, millimétré. Il fait preuve d'une immense maturité, je trouve déjà Yannick Sinner. Voilà, donc je pense que c'est ces deux garçons-là qui risquent en priorité de venir chatouiller Novak plus souvent. Voilà. Alors, en conclusion, pour revenir un petit peu à vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? De rester en bonne santé, hein, je crois que quand on avance dans l'âge, moi, je pratique encore beaucoup, beaucoup de sport et on se rend compte qu'on commence à avoir des douleurs tendineuses ou articulaires le matin, les choses sont moins évidentes, mais donc de rester en bonne santé avant tout. Je crois qu'on voit des choses aujourd'hui dans le monde qui sont, de par les différents conflits ou de par les maladies qu'ont eu certaines personnes qui nous ont quittés d'ailleurs, je crois qu'il faut revenir un peu aux choses essentielles, c'est-à-dire avoir une bonne santé, rester optimiste, garder la banane, le sourire et se faire plaisir dans ce qu'on fait. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup malheureusement, de gens qui se prennent trop au sérieux, qui n'ont pas forcément une bonne énergie autour d'eux. Et je crois qu'il faut revenir quand même à l'essentiel qui est ça, quand même, de vivre le moment présent avec le sourire et vivre sa journée comme si c'était la dernière et en profiter. Voilà. Eh ben, on va vous souhaiter tout le meilleur pour cette année qui vient.